On va passer au prochain topo qui va être présenté par Anthony Atala, qui est un de nos collègues qui est actuellement au Canada, à Sainte-Justine. Bonjour Anthony. Et Dr Bouchra Kalouk, qui travaille avec nous à l'hôpital Mère-Enfant. Et donc, ils vont parler tous les deux du parcours de soins du retard de croissance intra-utérin. Allez-y et essayez de garder le timing, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Allez-y, Bouchra, tout va bien, je pense. Okay. Alors, tac. Alors, nous allons vous parler de la standardisation pour optimiser et la création du parcours du chemin RCU sur le CHU de Lyon. Tout d'abord, pour commencer, la définition, bien sûr, du retard de croissance. Il est important de différencier le petit poids pour l'âge gestationnel du retard de croissance intra-utérin, puisque le petit poids de l'âge gestationnel est une notion qui reste statique, avec une croissance qui reste conservée Bouchra, et régulière. Il faudrait que tu fasses passer. Oui. Ok. C'est bon. C'est bon. On ne voyait pas tes diables. Pardon. Avec un avancement suffisant compte tenu par rapport à l'évolution qui en est attendue. Le retard de croissance est une notion plus dynamique avec une croissance irrégulière et un avancement qui est insuffisant par rapport à l'évolution qui en est attendue compte tenu de l'âge gestationnel. Alors, pourquoi parler du retard de croissance intra-utérin et pourquoi la création d'un parcours spécifique? Tout d'abord, on sait tous l'intérêt de dépister le retard de croissance, compte tenu de l'ensemble des complications qui peuvent en découler, à savoir la complication la plus grave qui est le décès et bien évidemment toute la prématurité avec les risques qui en sont induits et les complications à moyen et long terme en termes de morbidité néonatale. Malgré l'ensemble des connaissances scientifiques bien établies, la dernière enquête périnatale nationale de 2016 montre que seuls 21,7% des retards de croissance sont suspectés en anténatal et ce chiffre a été confirmé par d'autres études ultérieures. Donc, l'intérêt, bien sûr, du diagnostic en anténatal est primordial, comme l'a montré le travail d'Isabelle Monnier sur les résultats fétaux et néonataux de prématurés précoces inférieurs à 32 semaines d'aménorrhée ou sur une cohorte de plus de 900 retards de croissance intra-utérin. Il y a une différence significative sur la complication la plus redoutée du retard de croissance intra-utérin, qui est la mort fœtale in utero, avec un taux nettement inférieur chez le groupe de patients où le retard de croissance a été suspecté en anténatal. Donc, bien sûr, mettre en évidence le retard de croissance est bien sûr la première étape, mais l'étape du diagnostic n'est pas suffisante, loin de là. La qualité de la prise en charge est extrêmement importante et l'utilisation de données factuelles reste primordiale. Dans le travail de Zilling, qui est un travail qui a permis de mettre en avant 4 soins anté- et post-nataux, qui a permis d'évaluer à la fois la mise en place de ces 4 pratiques probantes dans la réalisation des soins des nouveau-nés très prématurés afin d'évaluer leur utilisation, mais également l'impact sur les pratiques courantes, ceux qu'on a voulu mettre en évidence dans notre chemin de parcours de retard de croissance intra-utérin, et bien évidemment d'évaluer l'impact qu'il constitue en termes de diminution de la mortalité néonatale. Ces 4 soins sont les suivants. Ils sont la naissance
et l'extraction fœtale dans un niveau de maternité adapté, la réalisation de la corticothérapie anténatale, la réalisation et l'utilisation de surfactants et de pression expiratoire positive précoce et continue, et la lutte contre l'hypothermie. Cette étude a permis de mettre en évidence ces 4 soins basés sur des preuves, et on se rend compte qu'en réalité, quand on étudie de façon plus précise ces 4 soins, la réalisation de ceux-ci est loin d'être optimale. Et concernant les retards de croissance intra-utérins de façon spécifique, seuls 58,7% des retards de croissance intra-utérins bénéficient de l'ensemble de ces soins. L'ensemble de ces données nous a conduit à créer un parcours spécifique, chemin RCU. Ce parcours est un parcours standardisé qui est bien défini au préalable, qui a été créé à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon en 2014, basé bien évidemment sur les RCP du Collège national des gynécologues obstétriciens de France qui ont été publié en 2013. L'intérêt de ce parcours est un parcours qui est intégré dans un service de soins cliniques, et l'intérêt de celui-ci est de standardiser la prise en charge de ces patientes dans une prise en charge qui sera ambulatoire. Donc les patientes sont à leur domicile. Elles bénéficient d'un parcours spécifique avec la réalisation d'une échographie et de Doppler, la réalisation d'un enregistrement du rythme cardiaque fœtal. À partir de l'ensemble de ces données de l'évaluation clinique de chaque patiente, une évaluation globale va être réalisée par un médecin senior sur la sévérité du tableau clinique de RCU qui va permettre à la fois de déterminer les modalités de gestion, mais également la suite de la prise en charge. Si l'évaluation est considérée comme étant sévère, la patiente sera hospitalisée et potentiellement elle bénéficiera d'une extraction fœtale pour retard de croissance sévère. Si la situation est jugée non sévère et la grossesse peut être poursuivie, la patiente sera alors autorisée à retourner à son domicile avec une conduite à tenir et une prise en charge standardisée et avec une fréquence de consultation et d'organisation de ce parcours. Hop.